Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire. On débutera dans quelques instants, en présence de Maître Sébastien Da Silva pour vous parler du contentieux et du bail commercial. Quelle solution? Donc, on attend encore quelques participants et on pourra débuter. Pendant ce temps, je me permets de vous rappeler le dispositif ACT, accompagner collectivement le tourisme, qui est mis en place par Charente Tourisme en partenariat avec KPMG Avocats et avec vos offices de tourisme et vos collectivités, ce qui vous permet d'avoir l'ensemble de cet accompagnement, donc à la fois sur les webinaires, le risque score que vous avez pu faire et différents accompagnements sur tous ces sujets-là. Écoutez, je vois qu'on n'a pas plus de connexion et que tous les inscrits sont présents. Donc, on va pouvoir débuter sur le sujet contentieux et bail commercial. Quelle solution? Je laisse donc la parole à Maître Sébastien Da Silva. Merci, bonjour à tous. Alors le sujet du jour nous fait nous intéresser aux relations locataires-bailleurs dans le contexte économique difficile des confinements et des mesures successives qui ont changé pour partie les règles du jeu, y compris dans le traitement du contentieux pouvant en résulter. Alors qu'entend-on par contentieux du bail commercial? Il s'agit de l'ensemble des litiges liés à l'exécution ou à l'inexécution des clauses du bail commercial, dont notamment, pour les cas les plus courants, les impayés de loyer, la mise en jeu de la clause résolutoire ou les questions liées au renouvellement du bail et la fixation du loyer du bail renouvelé. Donc je passerai volontairement sous silence les autres causes de contentieux, qui relèvent plus du cas par cas et qui seraient trop lourdes à traiter de façon générale dans le cadre de ce webinaire. Donc, alors, comme vous le savez, la crise Covid-19 et ses conséquences ont surtout eu un impact en matière de paiement de loyer. Alors, je vous propose trois axes de réflexion de présentation par rapport à ça. Donc, tout d'abord, les mesures de prorogation d'état d'urgence et les nouvelles mesures de gestion de crise en matière de paiement des loyers, donc le nouveau système dérogatoire qui a été instauré par la loi de 14 novembre. Deuxième axe, deuxième piste, le paiement des loyers commerciaux dus pendant la crise sanitaire. Donc, qu'en est-il des loyers qui étaient dus lors des premiers confinements notamment? Et troisième axe, le bail commercial et les impayés locatifs pendant la crise sanitaire. Et là, c'est les moyens d'action du bailleur pour recouvrer et pour obtenir le paiement des loyers qui lui sont dus. Donc, tout d'abord, le premier axe, prorogation d'état d'urgence et les nouvelles mesures de gestion de crise. Donc, pendant la première période d'état d'urgence sanitaire, le gouvernement avait temporairement limité, et pour certaines entreprises, les conséquences du défaut de paiement des loyers et des factures d'eau, de gaz et d'électricité relatifs aux locaux professionnels. Le dispositif a été reconduit avec certains aménagements par la loi 2020-1379 du 14 novembre 2020, qui autorise la prorogation de l'état d'urgence sanitaire jusqu'à mi-février 2021 et qui adopte surtout, en son article 14, diverses mesures visant à protéger les entreprises qui sont confrontées à de nouvelles restrictions dans leurs activités. Donc, il est prévu la suspension temporaire des sanctions applicables en cas de défaut de retard de paiement des loyers professionnels et des factures d'eau et d'énergie, comme lors du premier confinement, pour les entreprises dont l'activité économique est affectée par les mesures de police administrative prises pour endiguer l'épidémie de Covid-19. Alors, le détail des bénéficiaires de cette nouvelle mesure a été précisé par un décret du 30 décembre 2020, donc c'est tout récent. Ce dispositif, par contre, est entré lui en vigueur rétroactivement depuis le 17 octobre 2020. Sont concernés donc par ce dispositif dérogatoire, donc par cette exonération ou ces mesures d'aménagement dans le paiement des loyers et des charges d'énergie, donc les personnes physiques et morales de droit privé qui exercent une activité économique affectée par une mesure de police administrative, c'est-à-dire un couvre-feu ou interdiction ou réglementation d'accueil du public notamment. Mesures de police administrative qui auraient été prises en raison de l'épidémie, que la mesure ait été prise par le Premier ministre ou le préfet en application du régime de l'état d'urgence ou de celui de la sortie de cet état. Donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il suffit que l'activité de l'entreprise ait été affectée par la mesure de police, c'est-à-dire que une fermeture de l'entreprise ne semble pas requise et exigée. Il faut simplement que l'activité ait été affectée par la mesure de police, qu'elle soit gouvernementale et nationale ou qu'elle soit régionale.
Le décret précise par ailleurs les critères d'éligibilité qui sont relatifs à la taille de l'entreprise, le chiffre d'affaires, la perte de chiffre d'affaires subie par l'entreprise et surproduction de justificatifs, puisque vous devez justifier de tout ce que vous avancez. Donc, si vous pensez être concerné, renseignez-vous auprès de vos conseils habituels, de vos conseils du chiffre, vos conseils du droit, qui pourront bien sûr vous accompagner pour la mise en place des démarches, le cas échéant. Deuxième axe, deuxième piste, le paiement des loyers commerciaux dus pendant la crise sanitaire. Alors ici, on va parler à la fois de réglementation et à la fois de jurisprudence. Donc, deux types d'arguments sont en général avancés par les locataires commerciaux. Là, je parle bien des locataires, d'accord, pour s'exonérer d'obligation de paiement du loyer. Donc, sont d'abord invoquées les exceptions qui sont tirées de l'application du droit commun des contrats et viennent ensuite les arguments tirés des mesures de protection du locataire qui ont pour effet de neutraliser certaines des sanctions encourues en cas de défaut de paiement des loyers pendant un temps déterminé, mais qui ne suspendent pas l'exigibilité des loyers, je le rappelle. Et là, ce sont ces fameuses mesures dérogatoires, les fameuses mesures d'aménagement du paiement des loyers dont je viens de parler et dont je vais reparler juste après. Alors, sur les moyens de droit issus du droit des contrats, donc du droit commun des contrats, on n'est pas sous le régime dérogatoire, on est sous le régime général. L'argument de la force majeure a rencontré, au début en tout cas, un très fort engouement. Or, cet argument comportait, pour ce qui est du paiement du loyer, une faille existentielle, puisque selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, le débiteur d'une obligation contractuelle de somme d'argent inexécutée ne peut pas s'exonérer de cette obligation en invoquant un cas de force majeure. Donc, il en résulte que les difficultés financières issues de circonstances extérieures ne peuvent pas constituer un cas de force majeure. Donc, dans le cadre d'un loyer commercial, nécessairement, ce n'est pas recevable. Alors, attention, toutefois, il y a ce principe qui est issu d'une décision qui a été rendue, qui va être rendue, mais c'était en 2014-2015, je ne sais plus, en matière de prêt, connaît un seul assouplissement, le cas où le débiteur de l'obligation de paiement parvient à démontrer que l'impossibilité matérielle d'effectuer le paiement n'est pas de son fait, mais provient d'une impossibilité matérielle. Dans ce cas-là, il peut invoquer la force majeure. C'est l'hypothèse, par exemple, ou c'est l'exemple d'une panne informatique qui empêcherait l'intéressé d'exécuter son paiement ou son virement bancaire, auquel cas il ne peut pas être tenu responsable de la défaillance matérielle et technique et informatique. Donc, c'est bien un cas de force majeure. En dehors de ce cas d'espèce, pour les obligations de paiement de somme d'argent, la force majeure n'est jamais recevable. Donc, autant dire que l'argument de la force majeure attaché au bail était inopérant. C'est ce qu'on a rappelé depuis le début. La jurisprudence d'ailleurs 2020, donc la jurisprudence dite Covid, le confirme, puisque l'explosion des contentieux judiciaires liés à l'exigibilité des loyers en période de crise sanitaire a permis aux juridictions, qu'elles soient de référé, c'est-à-dire d'urgence ou de fond, d'appliquer le principe énoncé par la Cour de cassation. Ainsi, par exemple, les juges des référés estimant de façon quasi systématique que si les mesures prises par le gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire ont empêché la société ou M. X de recevoir sa clientèle, cette circonstance n'est pas de nature à faire échec au paiement des loyers, dès lors que le débiteur d'une obligation contractuelle de somme d'argent, ce qui est le cas du bail, inexécuté, ne peut s'exonérer de cette obligation en invoquant un cas de force majeure. Donc, les locataires doivent donc s'orienter vers d'autres mécanismes juridiques pour espérer ne pas avoir à payer tout ou partie de leur loyer pendant les périodes de fermeture administrative et leurs locaux. Donc, en tout état de cause, la règle d'or est que chaque partie doit manifester un comportement de bonne foi dans l'exécution du contrat du bail, et ainsi que dans les négociations gré à gré qui concernent l'exigibilité des loyers. Donc, il ressort, c'était nos propos lors des précédents webinaires, on vous disait, même si ce n'est pas forcément un moyen de droit en tant que tel, mais privilégiez la négociation. Rapprochez-vous de votre bailleur et voyez avec lui quels sont les aménagements possibles sur le paiement du loyer. Ensuite, on voit à l'analyse de la jurisprudence Covid 2020 qui ressort des restantes décisions judiciaires que les juges veillent au respect de la bonne foi notamment et de l'équilibre entre les parties. À titre d'exemple, par plusieurs décisions, le juge des référés, que ce soit de Paris ou de province, dans la dernière décision, c'est Limoges qui est tombé, je crois, ont énoncé que les contrats doivent être exécutés de bonne foi. Il en résulte que les parties sont tenues, en cas de circonstances exceptionnelles, de vérifier si ces circonstances ne rendent pas nécessaire une adaptation des modalités d'exécution de leurs obligations respectives, ou encore, autre décision, et là je cite, l'action du bailleur commercial en paiement des loyers dus au titre du deuxième trimestre 2020 se heurte à une contestation sérieuse. Ça, c'est le juge des référés parisiens qui l'estime. La crise sanitaire rendant nécessaire une adaptation des modalités d'exécution de l'obligation au regard de l'exigence de bonne foi. Voilà, donc ça, c'est ce que retiennent les magistrats, c'est l'interprétation qu'en font les magistrats. Alors, l'argument de la bonne foi peut être exploité
et c'est un dispositif, enfin, c'est un dispositif légal, hein, c'est codifié dans le Code civil, peut être exploité tant par le bailleur que par le preneur, et c'est actuellement manifestement l'outil juridique qui permet d'obtenir les meilleurs résultats, notamment en référé, c'est-à-dire en matière d'urgence, hein, et provisoire. Donc, la bonne foi dans l'exécution des clauses du contrat, c'est qu'on soit locataire ou bailleur, c'est encore aujourd'hui l'argument le plus euh, bankable ou le plus percutant, si je puis dire. Alors, sur les moyens dérogatoires qui protègent le locataire, donc les limites aux droits du bailleur ne concernent que les loyers et les charges locatives dues pendant la période au cours de laquelle l'activité de l'entreprise est affectée par une mesure de police. Alors, cette formulation paraît donc exclure que soit retenue la date d'exigibilité des loyers ou des charges. Il faudrait dans ce cas se référer à la période d'occupation auquel il se rattache, sans que la période puisse remonter avant le 17 octobre 2020, date d'entrée en vigueur du nouveau dispositif, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc jusqu'à l'expiration, ça c'est le décret du 31 décembre qui dit ça, jusqu'à l'expiration d'un délai de 2 mois à compter de la date à laquelle son activité a cessé d'être affectée par une mesure de police, l'entreprise locataire ne peut pas encourir d'intérêts, de pénalités, de mesures financières ou d'actions, de sanctions, de voies d'exécution forcée à son encontre pour retard ou non-paiement des loyers ou des charges locatives afférentes aux locaux professionnels ou commerciaux où l'activité est exercée. Donc, des mesures de police affectant l'activité économique peuvent être prises ou maintenues jusqu'au 1er avril 2021. Ça, il faut le savoir, la loi prévoit déjà ce délai. Donc, jusqu'au 1er avril 2021, des mesures de police administrative peuvent ou pourront être prises. Donc, le délai de protection, dans ce cas-là, donc des locataires, et on sait par la loi du 14 novembre 2020 et précisé par décret, donc le délai de protection pourra courir jusqu'au 1er juin 2021, c'est-à-dire 2 mois après la fin, avril, mai, juin, 1er juin 2021 au plus tard. Les procédures, donc dans cette période de protection, les procédures d'exécution, comme une saisie par exemple engagée par le bailleur contre le locataire avant le 17 octobre 2020 pour non-paiement des loyers ou des charges exigibles, sont suspendues jusqu'à l'expiration du délai précité. C'est-à-dire qu'à compter du 17 octobre 2020, c'est suspendu et ça reprendra pour le temps qui en reste à courir à compter du 1er janvier 2021. Donc, pendant cette même période, les sûretés réelles et personnelles, et notamment les gages, les nantissements, les cautionnements ou les garanties à première demande, qui garantissent le paiement des loyers et des charges locatives, ne pourront pas non plus être mises en œuvre et le bailleur ne pourra pas pratiquer de mesures conservatoires. Et ça, c'est une nouveauté puisque dans les mesures du printemps, les mesures conservatoires étaient encore possibles. Donc, tout ce qui est saisie, nantissement, hypothèque judiciaire et conservatoire, etc., etc. Par contre, la compensation entre créances réciproques reste possible. C'est-à-dire que si vous êtes tous les deux débiteurs, bailleurs et locataires, débiteurs d'une somme d'argent entre vous, vous pouvez très bien compenser ces sommes et la compensation vos paiements. Attention, pour les garants autres que le locataire lui-même, aucune suspension des poursuites, par contre, aucune suspension des poursuites déjà engagées n'est prévue. C'est-à-dire qu'à l'expiration du délai de protection, le bailleur retrouvera ses droits et pourra poursuivre tant le locataire que les garants de celui-ci, ou reprendre les procédures d'exécution suspendues. Les clauses résolutoires d'échéance retrouveront toute leur efficacité. Je rappelle encore que les intérêts ou les pénalités financières ne pourront être dues et calculées qu'à compter de l'expiration du délai, c'est-à-dire à compter du 2 juin 2021. Concernant, et là c'est un cas très très particulier, très spécial, point de jurisprudence sur les résidences de tourisme. Donc il y a une décision du 2020 qui vient de tomber. L'exploitant d'une résidence de tourisme est condamné à payer les loyers du premier semestre 2020. Une résidence de tourisme ne peut pas invoquer ni l'exception d'inexécution ni la force majeure pour échapper au paiement des loyers commerciaux des premiers et deuxième trimestres 2020. Et ça, c'est une cour d'appel qui statue sur le fond. Donc, on avait eu lors d'un webinaire précédent une question posée par rapport justement aux résidences de tourisme, c'est-à-dire que les particuliers qui achètent des appartements qui ensuite sont mis en location et dont la location est exploitée par une résidence de tourisme. Donc, on est bien d'accord qu'il y a deux baux commerciaux, que la résidence de tourisme en tant que telle ne peut pas, elle, s'exonérer du paiement du loyer commercial aux propriétaires particuliers. Enfin, troisième point et troisième axe que je voulais aborder avec vous, et le plus passionnant et le plus compliqué aussi, la question donc, du bail commercial et des impayés locatifs pendant la crise sanitaire, les moyens d'action du bailleur. Donc, deux ordonnances d'exception prises au printemps lors du premier confinement, donc en mars 2020, et une loi, celle du 14 novembre 2020, empêchent le bailleur de locaux commerciaux d'engager une action tendant à l'acquisition de la clause résolutoire du bail en cas de non-paiement des loyers pendant la crise sanitaire. Alors, ça fait 3 textes sur 2
périodes différentes, comment s'y retrouver et surtout le bailleur dispose-t-il d'autres voies et moyens de recours. Alors, pour ce qui est de l'action qui tend à l'acquisition de la clause résolutoire, donc par 2 ordonnances du même jour, donc là je reviens au printemps 2020, du 25 mars 2020, le gouvernement a aménagé une protection des preneurs à bail commercial quant au risque d'acquisition de la clause résolutoire en cas de non-paiement du loyer durant la crise sanitaire. S'agissant des dettes de loyer du printemps, avant de mettre en œuvre la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur doit vérifier si son locataire entre dans le champ d'application limité de l'ordonnance 2020-316, l'ordonnance spéciale dite loyer, donc relative au paiement des loyers et des factures d'eau, de gaz et d'électricité des locaux professionnels des entreprises dont l'activité est affectée par la propagation de l'épidémie Covid-19. Ça, c'est l'ordonnance 316, donc plus protectrice. Ou est-ce que son locataire rentre dans le cadre, dans le champ d'application plus général de l'ordonnance 306, donc du même jour que la précédente, mais beaucoup plus générale puisqu'elle est relative à la prorogation des délais de procédure échus pendant la période d'urgence sanitaire. Donc, l'une, la 316, concernait spécifiquement les loyers des locaux commerciaux. L'autre, la 306, concerne de façon plus générale tous les délais de procédure. Alors, mon propos ne portera que sur la mise en œuvre de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges, à l'exclusion des autres manquements contractuels qui seraient susceptibles également de relever de la dite clause. Là, on parle uniquement de l'impayé de loyer. Alors, sur la détermination du régime applicable, donc la logique ici, la logique des 2 ordonnances était très binaire, hein, c'est-à-dire soit un locataire ne satisfaisait pas aux conditions fixées par l'ordonnance spécifique loyer, parce qu'il ne remplissait pas les conditions, notamment d'éligibilité au fonds de solidarité, et auquel cas il relève de l'ordonnance générale sur les délais de procédure. Donc, en pratique, le bailleur a intérêt à solliciter de son locataire une attestation sur l'honneur pour s'assurer que ce dernier répond bien aux conditions fixées pour bénéficier du fonds de solidarité, qui était la condition d'éligibilité aux dispositions de l'ordonnance 316, donc aux dispositions spécifiques, et qui disait que les bénéficiaires du fonds de solidarité ne pouvaient pas, pendant la période protégée du printemps, ne pouvaient pas voir prononcer à leur encontre aucune sanction concernant le non-paiement des loyers. Donc, en pratique, vous êtes bailleur, vous demandez à votre locataire une attestation sur l'honneur ou un justificatif comme quoi il bénéficie bien du fonds de solidarité au printemps dernier, auquel cas ça vous permet de savoir dans quel cadre vous vous situez pour l'exigibilité du paiement de la dette. Alors, si le locataire entre, donc là, 2 cas, donc, le premier, le locataire entre dans le champ d'application de l'ordonnance loyer. Le deuxième cas, il n'entre pas dans le champ de cette ordonnance. Donc, si le locataire entre dans le champ d'application de l'ordonnance loyer, donc du 25 mars 2020, je rappelle, il bénéficie alors des dispositions protectrices prévoyant qu'il ne peut encourir de pénalités financières ou d'intérêts de retard, pas de dommages et intérêts, pas d'astreinte, pas d'exécution de clause résolutoire, pas de clause pénale, ni aucune clause prévoyant une déchéance d'activation de garantie ou de caution en raison du défaut de paiement des loyers ou de charges locatives afférents aux locaux professionnels et commerciaux, et nonobstant, c'est-à-dire malgré toute stipulation contractuelle et malgré toutes les dispositions d'ordre général prévues au Code de commerce. On est bien sur un régime dérogatoire. Donc, ces dispositions s'appliquent aux loyers et aux charges locatives dont l'échéance de paiement intervenait entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai de 2 mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire, qui s'est achevé le 10 juillet inclus. Donc, la période protégée du printemps s'étend donc du 12 mars au 11 septembre 2020. En l'état des textes applicables à ce jour, tous les termes de loyer et de charges arrivés à échéance durant cette période juridiquement protégée, donc 12 mars au 11 septembre, ne peuvent pas faire l'objet de commandements de payer visant la clause résolutoire, et ce à titre définitif. Le dispositif érige une protection perpétuelle. De même, le bailleur ne pourra pas se retourner contre les cautions ou mettre en œuvre les éventuelles garanties prévues au bail. Donc, la protection instaurée par l'ordonnance spéciale loyer, donc 2020-316, est définitive. Maintenant, si le locataire relève de l'ordonnance, ne relève pas de l'ordonnance spéciale loyer, donc s'il n'est pas, généralement, s'il n'est pas bénéficiaire du fonds de solidarité. Donc, si le locataire ne satisfait pas aux conditions d'application de l'ordonnance 316, le locataire peut toutefois bénéficier de l'article 4, alinéa 1 et 2 de l'ordonnance 306, donc c'est l'ordonnance beaucoup plus générale qui concerne les délais en matière de procédure. Donc, les alinéas sont rédigés de la façon suivante. Les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires, ainsi que toutes les clauses prévoyant d'échéance lorsqu'elles ont pour objet de sanctionner l'inexécution d'une obligation dans un délai déterminé, donc là, vous voyez, on n'est plus forcément dans le bail commercial,
l'inexécution d'une obligation dans un délai déterminé. Donc, sont réputées, donc les clauses, les astreintes, toutes les sanctions sont réputées n'avoir pas pris cours au produit des faits si ce délai a expiré pendant la période définie au 1 de l'article 1er. Et le 1 de l'article 1er nous dit quoi? C'est toujours la même chose. C'est la période qui va du 12 mars au 23 juin inclus. Puisque là, c'est un autre délai. Donc, contrairement aux prévisions de l'ordonnance 316, la protection instaurée est ici temporaire et elle concerne une période plus courte. Par ailleurs, elle ne profite ni aux garants ni aux cautions. Donc, il est rappelé que l'effet résolutoire d'une clause est subordonné, et ça c'est dans tous les cas, à une mise en demeure préalable du débiteur, mise en demeure restée vaine, et qu'en matière de baux commerciaux, cette interpellation revêt la forme d'un commandement de payer visant la clause résolutoire, laquelle n'est acquise qu'un mois après un commandement de payer, donc demeuré infructueux. Et ça, c'est l'article L145-41 du Code de commerce qui prévoit ça. Donc le bail pouvant prévoir un délai supérieur, mais jamais inférieur. Si l'on s'en tient à une clause résolutoire, et je vais essayer d'illustrer un petit peu mes propos, si l'on s'en tient à une clause résolutoire avec un délai d'un mois, il convient donc de distinguer entre les clauses résolutoires visées par un commandement délivré avant le 12 mars 2020, pour lesquelles le délai d'un mois est prorogé à compter du 24 juin, de l'infraction qui restait à courir, du 12 mars, enfin entre le 12 mars et le 23 mai. Donc il convient de distinguer les commandements délivrés avant le 12 mars, à compter du 24 juin, et à compter du 24 mai. Donc pour illustrer ces trois hypothèses, je vais prendre l'exemple de commandement de payer visant la clause résolutoire, donc avec un délai d'un mois, qui aurait été respectivement délivré les 25 février, 25 mars et 25 mai. Donc le commandement délivré le 25 février entre dans le champ de l'article 4 de l'ordonnance 306, donc l'ordonnance générale sur les délais de procédure, et il fait courir un délai d'un mois qui expire au cours de la période juridiquement protégée, à savoir le 25 mars. 25 mars, rappelez-vous, entre le 12 mars et le 11 septembre, on est en plein dedans. Donc, dès lors, le cours du délai est arrêté au 12 mars, début de la période protégée, pour reprendre à compter du 24 juin, pour le temps qui reste à courir. Donc, la clause résolutoire sont donc acquises le 8 juillet, si le locataire n'a pas réglé les causes dans l'intervalle. Pour le commandement qui aurait été délivré cette fois le 25 mars, le délai d'un mois qu'il fait courir, on a toujours un commandement de payer visant la clause résolutoire avec un délai d'un mois qui fait courir, devait également expirer durant la période juridiquement protégée, à savoir le 25 avril. Donc la prorogation profitera aussi donc, à ce délai qui, à la différence du premier exemple, n'a pas pris cours avant le 12 mars. Il sera donc reporté pour sa durée entière à compter du 24 juin et expirera en conséquence le 24 juillet. 24 juin plus un mois. Période protégée à partir du 12 mars. Donc si le commandement est délivré après, il commence à produire ses effets après. S'il est délivré avant, il commence à produire ses effets avant. On interrompt le 12 mars jusqu'à la fin de la période protégée et on reprend le cours. Pour le troisième commandement, qui lui aurait été délivré le 25 mai, donc un commandement de payer valablement délivré, donc pourrait valablement être délivré le 24 mai et produire effet dès le 24 juin, puisque le délai d'un mois qu'il ferait courir expirerait en dehors de la période protégée. Ainsi, dans notre exemple, la clause résolutoire d'un mois visée par un commandement signifié le 25 mai pourrait être acquise le 25 juin ou pourrait avoir été acquise le 25 juin sans report ni prorogation. Alors, là-dessus, il faut quand même souligner que le juge peut suspendre en tout état de cause les effets de la clause et octroyer des délais de paiement qui peuvent aller jusqu'à 24 mois. Donc là, ce que je vous présente, c'est vraiment une matière d'articulation de délai et à quel point les mesures Covid ont pu venir bousculer un petit peu le déroulement du bail et de ses conséquences en cas d'impayé. Alors, sur les autres actions envisageables, puisque là, on était juste sur comment est-ce que le bailleur pouvait venir chercher ou voir acquise la clause résolutoire. Donc, sur les autres actions envisageables, je rappelle que le loyer, même si les conséquences ou les sanctions en cas de non-paiement ont été gelées, le loyer, lui, la dette de loyer, elle, reste due. Donc, en effet, les articles 4 des deux ordonnances du 25 mars 2020, la 316 spécifique loyer et la 306 qui est plus générale sur les délais, s'ils neutralisent temporairement pour l'un et définitivement pour l'autre la faculté du bailleur de se prévaloir de la clause résolutoire du fait d'un impayé locatif pendant la crise sanitaire, ne remettent aucunement en cause le droit de créance, c'est-à-dire l'exigibilité du loyer, et permettent donc que l'édite volonté contractuelle soit exaucée.
En ce sens, une récente réponse ministérielle, enfin une réponse ministérielle, mai ou juin 2020, je ne sais plus, confirme que les ordonnances n'ont pas suspendu l'exigibilité des dettes contractuelles, que le bailleur conserve la faculté d'agir en paiement des termes non acquittés. Sous réserve, bien entendu, du droit commun des contrats sur la réalité du droit de créance du bailleur. Et là, on parle de force majeure, exception d'exécution, destruction de la chose louée, etc., etc. Donc, de telle sorte que si l'obligation de paiement des loyers était contestée puis reconnue éteinte par les juges, les voies classiques offertes aux créanciers insatisfaits devraient alors être délaissées, puisque là, cette fois, une décision de justice reconnaîtrait que le bailleur n'est pas fondé. Dans l'hypothèse où le bailleur est fondé à réclamer qu'il n'y a pas de décision de justice qui déclare sa dette non fondée, donc comme évoqué précédemment, il est tout à fait envisageable que le bailleur agisse en paiement de loyer impayé sur le fondement de la force obligatoire des contrats qui confère au créancier une obligation contractuelle de l'exécuter, de la faire exécuter. Donc ainsi, après une mise en demeure de payer demeurée infructueuse, un mois, le bailleur peut recourir à certaines voies de droit commun, à condition donc que le manquement soit suffisamment grave. Une action en résolution judiciaire du contrat ou une exception d'exécution, si par exemple il devait accomplir certains travaux lui incombant, pourrait être envisagée. Il pourrait aussi refuser le renouvellement, le bailleur toujours, refuser le renouvellement en invoquant un motif grave et légitime. Alors attention, le seul manquement au paiement des loyers dus pendant la crise sanitaire par un locataire contraint de fermer son établissement paraît toutefois a priori bien insuffisant pour constituer à lui seul un manquement grave qui pourrait justifier l'une des sanctions. Autre moyen, le référé provision, c'est-à-dire que si le bailleur est admis à agir en paiement au fond, il pourrait tout autant saisir en référé le président du tribunal judiciaire et solliciter l'octroi d'une provision sur le fondement de l'article 835 du Code de procédure civile. Il y a fort à parier qu'il l'obtiendrait s'il était considéré que le paiement du loyer constitue une obligation non sérieusement contestable, étant précisé encore une fois que le preneur pourrait de son côté, lui, solliciter et obtenir des délais de paiement pouvant aller jusqu'à 2 années. Autre moyen de droit à disposition du bailleur, l'injonction de payer. Donc, c'est une pratique peu courante en matière de baux commerciaux. Les bailleurs préfèrent très souvent mobiliser la clause résolutoire, mais l'injonction de payer trouve pourtant à s'y appliquer. Juridiquement, c'est accepté et c'est légal. Et elle peut se révéler utile, notamment en ce que cette procédure peut être plus rapide que la saisine d'un juge des référés. Le créancier d'une obligation contractuelle déterminée en son montant peut saisir le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce sur requête aux fins que celui-ci prenne une ordonnance portant injonction de payer. Donc la procédure procure au bailleur un titre exécutoire qui lui permet derrière de pratiquer toute mesure d'exécution forcée. Enfin, dernier moyen qui s'offre au bailleur, alors là, c'est plus des mesures conservatoires. Le bailleur étant un créancier privilégié, puisqu'en vertu de l'article 511.2 du Code des procédures civiles d'exécution, ni un titre exécutoire, ni l'autorisation préalable du juge ne sont requis pour pratiquer une mesure conservatoire en cas de loyer impayé. C'est-à-dire que le contrat de bail a déjà une force juridique qui lui permet de pouvoir pratiquer une mesure conservatoire sans y avoir été autorisé par le juge en matière de bail et de loyer uniquement. Donc le bailleur aura simplement à solliciter d'un huissier de justice qu'il mène à bien la dite mesure conservatoire, à charge toutefois d'assigner le locataire dans le mois suivant en vue de l'obtention d'un titre exécutoire sous peine de caducité de la saisie conservatoire. C'est-à-dire que si on considère que le bail a une force juridique suffisante pour permettre une mesure conservatoire, cette mesure conservatoire doit toujours être, par contre, couverte par une action au fond derrière, et donc il doit être introduite dans le délai d'un mois qui suit la mesure conservatoire. Donc attention encore, seuls les loyers impayés, à l'exclusion des charges et accessoires, peuvent faire l'objet d'une saisie conservatoire sans autorisation du juge. Le locataire pourrait donc valablement contester l'étendue d'une saisie, pratiquer et demander sa main levée, ou à tout le moins son cantonnement, si la mesure concernait et des loyers et des sommes accessoires. Donc, vous l'aurez compris, il en ressort que de multiples régimes sont applicables aux loyers commerciaux durant la crise sanitaire. Les relations entre bailleurs et locataires se sont complexifiées pendant cette crise. Alors, d'un point de vue financier, c'est une certitude, mais aussi d'un point de vue juridique, puisqu'en raison de la mise en place de régimes distincts qui viennent pour certains neutraliser les clauses résolutoires ou pénales,
on se retrouve avec un millefeuille de différents régimes applicables au cas de non-paiement des loyers. C'est-à-dire l'un, celui de l'ordonnance générale, organisant un report général des délais qui sont échus pour tout contrat, applicable du 12 mars au 23 juin 2020. L'autre, spécifique au baux des entreprises pour les loyers et charges échus entre le 12 mars et le 11 septembre 2020. Donc, dans un cas comme dans l'autre, je rappelle que le loyer demeurait exigible, le locataire ne pouvait pas échapper au recouvrement forcé. Par contre, il avait une exonération, en tout cas un gel des sanctions en cas de non-paiement, temporaire ou définitif. Là-dessus est venue se greffer la loi du 14 novembre 2020 qui institue un nouveau régime qui suspend les poursuites contre certains locataires et leurs garants et qui a pris effet au 17 octobre 2020. Ce qui fait qu'entre la date de la fin des régimes de protection antérieurs, 23 juin ou 11 septembre selon l'ordonnance concernée, et le 17 octobre 2020, il reste une période intercalaire au cours de laquelle le retard ou le défaut de paiement des loyers ou des charges relève pour l'essentiel du droit commun et pour lequel il n'y a aucune dérogation ou exception possible, si ce n'est la demande de délai de paiement ou l'aménagement judiciaire de la poursuite. Voilà, je vous remercie pour votre attention. C'était un petit peu technique, je sais, mais néanmoins nécessaire. Je suis disponible pour répondre à vos questions. Je crois d'ailleurs qu'il y a déjà 2 questions qui ont été posées. Oui, tout à fait. Il y a 2 questions qui avaient été posées en amont du webinaire et puis je J'en me prends permets de rappeler connaissance. que vous pouvez poser vos questions en allant sur le petit bouton QR, Tout à fait. questions-réponses. Alors, première question. Mon locataire restaurateur, donc c'est un bailleur, rencontre des problèmes suite au Covid et me demande de faire un geste sur ses loyers. Suis-je tenu d'accepter? Non, vous n'êtes pas tenu d'accepter. Lui, s'il bénéficie d'un régime dérogatoire, il est protégé en sens où, ce que je viens d'exposer, il n'encourt pas de sanctions pendant les périodes où il est protégé. Néanmoins, la dette est due. Ensuite, quand bien même vous n'êtes pas tenu à lui accorder un geste, une remise ou un aménagement du paiement du loyer, rien ne vous y empêche non plus. C'est-à-dire que là, pour le coup, je rappelle ce que j'ai toujours rappelé au gré de mes différentes interventions sur les différents webinaires, bien entendu, la négociation amiable entre les parties prévaut et prime sur tout le reste. C'est-à-dire que si vous le pouvez en tant que bailleur, aménager le loyer sans qu'il y ait des conséquences financières ou économiques pour vous, bien entendu, faites-le par un avenant, contractualisé par un avenant, par un écrit, les modalités d'aménagement, que ce soit une remise de loyer, un abandon de loyer, une suspension, un aménagement partiel avec une diminution temporaire sur une période donnée avec un retour à meilleure fortune, si je puis dire. Donc, quoi qu'il en soit, procédez par écrit, faites rédiger un avenant ou rédiger un avenant dans lequel vous précisez toutes les modalités d'aménagement et sur le paiement du loyer, ainsi que la date de fin, ainsi que les modalités de retour à l'exécution du bail, mais rien ne vous y empêche, au contraire. Deuxième question, le bail de mon hôtel Bureau 3 étoiles fêtera son 9e anniversaire en juin 2021. Je dispose de 20 chambres pour 475 000 euros de CA en 2017, 2018, 2019, donc chiffre d'affaires constant, et 275 000, donc moins 200 de CA en 2020. Suis-je en position de renégocier mon bail avec un loyer à la baisse? Alors, 2 questions dans une. Tout d'abord, la question du renouvellement. Anniversaire en juin, 9e anniversaire en juin 2021. Donc, si c'était un bail 3-6-9, c'est un bail conclu initialement pour 9 ans et 3 périodes triennales de 3 ans. Le renouvellement doit être demandé par le locataire dans les 6 mois qui précèdent la fin du bail. Donc là, si c'est en juin 2021, vous avez jusqu'à juin 2021 jusqu'à la date fixée au bail pour demander le renouvellement. Je rappelle d'ailleurs sur le renouvellement que sur la période, sur plus de 6 mois avant la fin du bail, le locataire ne peut pas demander son renouvellement, c'est le bailleur qui peut proposer le renouvellement avec une modification de loyer le cas échéant. Et à partir du 6e moisiversaire, si je puis dire, du 6e mois à compter de la fin du bail, c'est la période protégée du locataire, cette fois du preneur, qui a donc cette période de 6 mois pour lui demander le renouvellement de son bail si le locataire ne le va pas proposer avant. Ça, c'était la première question, la première partie de la réponse. Ensuite, suis-je en position de renégocier mon bail avec un loyer à la baisse? Alors, premièrement, il faut se référer cette fois au bail, voir si dans le contrat de bail, il y a des dispositions spécifiques qui sont prévues. Est-ce que le loyer est indexé sur le chiffre d'affaires ou pas?
et surtout quelles sont les modalités de révision du bail et de fixation du bail, du loyer, du bail renouvelé. En général, déjà d'une voir s'il est plafonné, si le renouvellement du bail est plafonné ou pas. Plafonné, je rappelle que c'est l'application d'un indice et que l'augmentation ne pourra pas dépasser un certain pourcentage ou certaine proportion. S'il n'est pas plafonné, la fixation du loyer est donc libre à valeur locative. Donc, auquel cas, c'est peut-être effectivement le moment de rappeler votre bailleur et de lui dire bah, écoutez, eu égard aux circonstances exceptionnelles 2020, on peut peut-être modifier temporairement, en tout cas, les modalités de paiement du loyer et les modalités de loyer. Ensuite, pour ce qui est de la renégociation d'un bail avec un loyer à la baisse, c'est toujours possible hein, dans le cadre de l'exécution d'un bail commercial, c'est toujours possible. Je rappelle que la loi laisse la possibilité à tout preneur de demander la révision du loyer si les facteurs locaux de commercialité permettent d'établir que la valeur locative aurait chuté de 10%. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, on parle hors contexte économique particulier. C'est-à-dire que si, par exemple, vous aviez souscrit un contrat de bail il y a 6, 7, 8 ans dans un quartier qui était très populaire, très facile d'accès, avec plein de dispositions commerciales, et qu'entre-temps, par exemple, les parkings ont disparu, il y a eu plein de modifications qui ont gêné la circulation, même qui ont altéré la possibilité pour les clients de venir jusqu'à votre commerce. Donc, s'il y a une modification des facteurs locaux de commercialité, donc des facteurs qui sont extérieurs à votre propre intervention, comme des décisions publiques mais, ou des aménagements, mais qui, pour le coup, affectent réellement votre commercialité, votre capacité à faire du commerce, et qu'il en résulte une baisse de la valeur locative de plus de 10%, vous pouvez toujours demander, effectivement, cette fois, devant le juge des loyers commerciaux, vous pouvez demander la baisse de votre loyer. Mais dans le cadre du renouvellement, il y a fort à parier. Enfin, là, j'ai pas le bail sous les yeux. Il faudra avoir le bail sous les yeux pour pouvoir faire une réponse concrète. Mais il y a fort à parier que les conditions, enfin, la fixation du bail renouvelé soit fixée dans le bail déjà. Auquel cas, pour y déroger, ça va être un peu plus compliqué parce qu'on ne pourra pas, même si 2020 est une année particulière et est une année qui a affecté le chiffre d'affaires, on ne pourra pas forcément en déduire que ce sera définitif pour toute la durée du bail à venir, c'est-à-dire pour les 9 prochaines années. Merci Sébastien. On va donc pouvoir, je vois qu'on n'a pas plus de questions, donc on va pouvoir clôturer ce webinaire. Merci, merci Maître Da Silva pour ce propos et pour les réponses aux questions. Je vous rappelle que ce webinaire a été enregistré et que vous pourrez le retrouver sur notre plateforme charentourisme.com dans la rubrique Covid-19. Je me permets aussi de vous rappeler que les équipes de Charente Tourisme ainsi que vos offices de tourisme et vos collectivités sont à votre disposition, que ce soit par email ou par téléphone, pour répondre à vos questions plus spécifiquement et éventuellement vous accompagner plus personnellement, si je puis dire. Donc, merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée et merci beaucoup. Au revoir.